Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire aujourd'hui, droits des femmes, plan social chez Michelin et point sur la question des réfugiés. Le 8 mars, vous en avez sans doute entendu parler, c'est la journée de la femme. L'occasion pour beaucoup de médias de parler des sujets qui, soi-disant, intéressent surtout les femmes et pour les entreprises de faire des opérations marketing pour nous pousser à la consommation. La journée de la femme est donc surtout pour certains l'occasion de faire de l'argent et d'entériner des stéréotypes, comme celui selon lequel la femme devrait principalement être jolie et bien tenir sa maison. Ainsi, le salon de la femme à Angoulême met au programme des exposants mode et un concours de repassage. Mais est-ce vraiment ce qu'est censé représenter le 8 mars? Essayons, au-delà des stratégies publicitaires de consommation, de donner un sens à cette date. Historiquement, le 8 mars n'est pas la journée de la femme, d'une nature féminine unique et éternelle, mais la journée internationale des luttes pour les droits des femmes, ou une journée revendicative allant dans le sens du progrès social. Une journée née à la fin du 19e siècle d'une convergence entre les idées féministes et le mouvement ouvrier, portant comme aspiration le droit à l'emploi, la fin des discriminations au travail et le droit de vote des femmes. Et le droit de vote, que signifierait-il pour vous, Madame Watts? Le droit de vote pour les femmes, le pouvoir est entre vos mains. Tout le monde s'en tape, ma jolie. Pas tout le monde, alors fermez votre clapet, d'accord? Toute ma vie, j'ai été respectueuse. J'ai fait ce que les hommes m'ont dit de faire. Or, si les femmes ont su conquérir des droits depuis cette époque, rappelons que des inégalités importantes subsistent aujourd'hui encore en France. Nous pourrions bien sûr parler de sujets que nous avons déjà évoqués ici. Les violences conjugales, le harcèlement, la sous-représentation dans les instances de décision ou encore la menace sur le droit à disposer librement de son corps. Mais alors que la question du travail occupe l'actualité, la réalité sur ce terrain est également symptomatique d'un réel problème. Non seulement le chômage touche plus durement les femmes que les hommes, mais les femmes sont surtout celles qui subissent le plus la précarité. 82,5% des emplois à temps partiel sont en effet occupés par des femmes et plus de 30% des femmes occupent des temps partiels, souvent imposés. Enfin, les femmes gagnent environ 25% de moins que les hommes et on estime qu'à poste égal et à travail égal, elles sont payées 10% de moins que les hommes selon l'arbitrage de leur employeur. À cela vient s'ajouter le partage toujours inégal des tâches domestiques, notamment concernant les couples avec enfants. En rentrant chez elles, c'est souvent une deuxième journée de travail qui attend les femmes, travail bien sûr non comptabilisé dans les statistiques de l'emploi. Face à ce constat, la journée du 8 mars retrouve tout son sens, un sens qui va beaucoup plus loin que des concours de repassage. Les femmes valent mieux que ça. Restons sur la thématique du travail. C'est en toute discrétion que l'entreprise Michelin, autrefois symbole de la réussite industrielle française, a annoncé le 1er mars dernier la suppression de 494 postes sur ses sites historiques de Clermont-Ferrand. 494 emplois donc qui partiront en fumée dans les mois à venir avec tous les drames humains que cela implique. Dans un contexte économique morose, ce genre de décision peut parfois faire sens. Le problème est que l'entreprise multinationale cotée au CAC 40 ne connaît aujourd'hui aucune difficulté, bien au contraire. L'annonce du plan social est intervenue quelques jours après la publication de résultats économiques très positifs pour l'entreprise sur l'année 2015. Un bénéfice net en augmentation de 12,8% à 1,16 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 21,2 milliards d'euros en hausse de 8,4%. Le jour de l'annonce, le directeur de Michelin France, Rémi de Verdilac, donnait sur le plateau de France 3 Auvergne une explication hallucinante. La décision prise n'était tout simplement pas contradictoire avec de bons résultats et permettait de préserver l'avenir. On parle de réorganisation. On ferme effectivement un atelier, l'atelier du rechappage, dans le site de la Combaude. C'est un atelier et nous réorganisons l'ingénierie dans des services procédés qui se situent au Carme et à la Douche. Alors 494 postes, Enfin, je veux dire, ceux-là, ils ne seront plus jamais pourvus. C'est un déficit pour Michelin. Michelin se désengage en quelque sorte, clairement. Alors, vous avez parlé des bons résultats de Michelin. Vous avez raison, et ce n'est pas du tout contradictoire avec les décisions qui sont annoncées et qui nous permettent de préserver l'avenir. Mais de quel avenir était-il question ? Pas bien sûr de celui des 494 salariés qui seront mis en pré-retraite ou poussés vers la sortie. Certainement davantage celui des actionnaires du groupe qui ont vu le cours de leurs actions s'envoler depuis le plan social, alors même que les dividendes distribués avaient progressé de 30% en 2015.
Ce qui est donné à voir ici, c'est bien sûr un mécanisme consistant à donner toujours plus à quelques-uns au détriment des personnes qui, sur le terrain, font vivre l'entreprise. Une pratique cynique, malheureusement fort répandue, qui dégrade l'image des entreprises dans leur ensemble. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre. Une pratique dont la logique est poussée à l'extrême avec le projet de loi travail qui permettrait, rappelons-le, de la généraliser sous couvert de licenciement économique. Et une pratique qui pose une question. Les Français sont-ils d'accord pour laisser quelques groupes transnationaux irresponsables faire la loi, brisant des vies au passage, pour gonfler le porte-monnaie de quelques personnes? Rien n'est moins sûr. Et tout de suite notre séquence, le reste de l'actualité, en 1 minute 38 à peu près. L'Élysée a omis d'annoncer la décoration vendredi dernier du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Nayef, de la Légion d'honneur, une distinction accordée, rappelons-le, pour récompenser les citoyens méritants. Une décoration pour le moins controversée, on peut en effet se demander légitimement si le dirigeant d'un pays tristement célèbre pour ses exécutions capitales et ses infractions aux droits de l'homme, sans même parler du droit des femmes, mérite une telle distinction. Visiblement, François Hollande s'est posé la même question puisque l'affaire a été conduite en catimini, la presse française n'ayant pas été conviée et ayant appris l'événement par l'agence de presse saoudienne. Alors, oublie ou fait exprès, bizarrement, cette décoration concorde avec une nouvelle livraison d'armes à l'Arabie Saoudite. Une chose est sûre, entre les gens et les intérêts économiques, l'Élysée a encore une fois choisi. C'est une tradition diplomatique. Un chef d'entreprise du BTP s'est suicidé vendredi dernier en s'immolant par le feu sur son lieu de travail à Vieux-Ferrette dans le Haut-Rhin, où sa PME aurait été en proie à de graves difficultés financières. Il n'est malheureusement pas le seul patron de PME dans une situation difficile. Il serait peut-être temps que le gouvernement ouvre les yeux et donne la parole aux 3,5 millions de patrons de PME en France, au lieu de la laisser monopoliser par les 243 grandes entreprises qui défendent des intérêts n'ayant rien à voir avec les plus de 99% de PME qui constituent les entreprises françaises. Environnement enfin, l'hiver 2015-2016 a été le plus chaud depuis le début des mesures selon Météo France. 2,6 degrés d'écart avec les normales saisonnières, on est très loin devant les plus de degrés qui obtenaient la palme jusqu'ici. Difficile de l'imputer avec certitude au réchauffement climatique, mais force est de constater que les hivers chauds sont de plus en plus rapprochés dans le temps et battent des records, causant les dommages que l'on sait sur l'agriculture et la santé, notamment à cause des pics de pollution. Sinon, quand est-ce qu'on fait le lien entre nos manières de produire et notre impact sur l'environnement ? Revenons maintenant sur l'épineuse question des réfugiés qui occupe l'actualité. Actualité nationale puisque, par exemple, la gestion calamiteuse de la situation à Calais suscite tension et exaspération des habitants et que les démantèlements de camps ne font que déplacer le problème et créer des situations toujours plus critiques. Mais actualité internationale également, alors que les déplacements massifs de population sont de plus en plus utilisés par les États comme des moyens de pression sur leurs voisins, suscitant des tensions à l'échelle de l'Union européenne et des pays avoisinants. Le problème ne vient-il pas du fait justement que tout ce qui touche aux migrants se résume à une gestion de flux à court terme, voire à l'emploi de ces flux comme un moyen de pression destiné à faire valoir des intérêts politiques, comme cela peut être le cas entre l'Europe et la Turquie, entre la France et l'Angleterre, ou entre la Grèce et le cœur de l'Union européenne. Car nous parlons là d'êtres humains et pas de statistiques. Et si, de tout temps, des hommes et des femmes se sont déplacés dans le monde, l'explosion des déplacements de population depuis 2014 est tout sauf un hasard. Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer les principaux pays d'origine des migrants, la Syrie, l'Afghanistan et l'Érythrée. Syrie et Afghanistan, 2 pays victimes de destruction massive liées aux guerres récentes ou en cours et de groupes fanatiques prospérant sur le chaos ambiant. Mais également, fait moins connu, pays connaissant depuis quelques années des famines liées à l'assèchement des terres agricoles. Famine ayant elle-même contribué à tendre la situation politique, montrant le caractère artificiel de la distinction entre réfugiés politiques et économiques. Dans le cas plus particulier de l'Érythrée, on retrouve la même conjonction entre famine et situation politique particulièrement difficile. Si l'on s'interroge sur les causes des migrations, on voit donc qu'elles sont à chercher du côté de la géopolitique, de l'économie et des changements climatiques, bref, 2 situations dont nos gouvernements ne sont pas totalement innocents. D'une certaine manière, on peut donc dire que les dirigeants, qui aujourd'hui se renvoient la balle des migrants, font récolter à leur peuple ce qu'ils ont semé. Et tant que ce tir ne sera pas corrigé, les tentatives de freiner les migrations resteront bien dérisoires. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu, salut et à la semaine prochaine.